Alors, j'ai quelque chose de super cool pour toi. Tu sais, beaucoup de gens ont du mal à comprendre ces petits sons qu'on fait en français, n'est-ce pas? Ces trucs comme oh là là ou qui sont tellement français mais qu'on n'apprend pas dans les manuels. Oui, totalement. Et je pense que c'est vraiment important d'en parler. Parce que, tu sais, souvent, les étrangers entendent ces sons et se demandent ce qu'ils signifient exactement. C'est comme un code secret entre Français. Exactement. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de French Listen. Je suis Marine. Et moi, Sébastien. Aujourd'hui, on va décrypter ensemble ces fameux sons typiquement français, comme oh là là, et tant d'autres qui font partie intégrante de notre communication quotidienne. Oui, et tu sais quoi? J'ai l'impression que ces petits sons, ces interjections, elles sont super importantes pour avoir l'air naturel quand on parle français. C'est comme la sauce secrète de la langue, non? La sauce secrète. J'adore cette comparaison. C'est exactement ça. Sans ces petits sons, tu peux parler un français grammaticalement parfait, mais tu auras toujours l'air, comment dire? Un peu robotique? Pas très naturel? Voilà. C'est comme si tu mangeais une baguette sans beurre. Techniquement, c'est du pain français, mais l'expérience n'est pas complète. J'adore tes métaphores culinaires. Alors par où on commence? Je propose qu'on commence par le plus célèbre, celui qui est connu dans le monde entier, le mythique oh là là. Oh là là, parfait. D'ailleurs, tu sais que les étrangers pensent souvent qu'on dit ça tout le temps, comme si on se promenait dans Paris en disant « Oh là là » à chaque coin de rue. C'est vrai, c'est devenu un cliché incroyable. D'ailleurs, il y a une confusion intéressante. Beaucoup d'étrangers pensent que « oh là là » a une connotation sexuelle ou coquine. Ah bon? Vraiment? Je n'avais jamais pensé à ça. Absolument. Dans les films américains notamment, quand un personnage dit « ouh là là », c'est souvent en voyant quelque chose de sexy ou suggestif. Mais en France, l'usage est complètement différent. Complètement différent. Oh là là, en français, c'est plutôt une expression de surprise, d'étonnement, ou même parfois de consternation, non? Exactement. Et ce qui est fascinant, c'est que l'intonation change tout. Selon comment tu le prononces, oh là là peut exprimer différentes émotions. Par exemple, si je dis lentement oh là là avec un ton descendant, Ça exprime la déception ou l'inquiétude. parfait. Et si je dis rapidement oh là 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 avec une intonation ascendante, Là, c'est clairement la surprise ou l'admiration, comme si tu voyais quelque chose d'incroyable. tu as tout compris. Et historiquement, cette expression viendrait de l'époque où la société française était très hiérarchisée. Là désignait une position et répéter là servait à amplifier l'effet. Un peu comme si on disait voici, voici pour attirer l'attention. C'est fascinant comme une expression peut avoir des origines si anciennes et continuer à évoluer. D'ailleurs, on peut aussi dire simplement là sans le O au début, non? Absolument. Là tout seul est plus rare mais toujours utilisé, surtout par certaines personnes âgées ou dans certaines régions. Ça exprime généralement une forme de légère réprimande bienveillante, comme une grand-mère qui dirait « Là, ne cours pas si vite, tu vas tomber ». Oh, ça me rappelle ma grand-mère. Elle disait souvent ça quand j'étais petite. Maintenant, passons à un autre son super français, le fameux pfff. Ah, le pff, un des sons les plus expressifs de notre répertoire. C'est incroyable comme ce simple souffle peut exprimer tant de choses. Oui, c'est comme un petit soupir qui peut vouloir dire tellement de choses. Ça peut être de l'exaspération, de l'indifférence, du dédain. Ou même du découragement. J'ai trop de travail, signifie clairement que la personne se sent submergée. Ce qui est fascinant avec le feu, c'est qu'il n'existe pas vraiment d'équivalent écrit officiel. C'est vrai. On l'écrit généralement avec plusieurs F, mais il n'y a pas vraiment de règle. C'est un peu au feeling. Au feeling, exactement. Et physiologiquement, c'est intéressant, c'est un son qu'on produit en expulsant de l'air entre nos lèvres légèrement fermées. C'est presque comme si on dégonflait notre frustration ou notre fatigue. Oh, j'aime beaucoup cette image. On se dégonfle littéralement avec un pfff. Et tu sais, j'ai l'impression que ce son est vraiment universel, non? Dans plein de langues, on souffle comme ça pour exprimer la frustration. C'est une excellente remarque. Le peuf traverse effectivement les frontières. Mais je trouve que les Français ont une manière particulière de l'utiliser, presque comme une ponctuation dans la conversation. On peut répondre à toute une question juste avec un feu bien placé. Tellement vrai. Si je te demande, tu penses quoi du nouveau film de ce réalisateur que personne n'aime, et que tu me réponds juste, pfff, j'ai compris toute ton opinion. Exactement. C'est une communication ultra efficace.
Et c'est pour ça que ces sons sont si importants à comprendre pour quelqu'un qui apprend le français. Sans eux, on passe à côté de toute une dimension de la communication. Complètement d'accord. Passons maintenant à un son qu'on entend constamment en français, mais qu'on remarque à peine tellement il est omniprésent. Le fameux Le roi des hésitations. Je trouve fascinant que dans chaque langue, il existe un son spécifique pour marquer l'hésitation. En anglais, c'est ou e. En allemand, c'est et nous, on a notre e. C'est vrai. Et c'est presque une signature française. J'ai lu quelque part que le e français est plus long et plus nasalisé que les sons d'hésitation dans d'autres langues. C'est comme si notre hésitation était plus élégante. J'adore cette idée d'une hésitation élégante. C'est tellement français. Mais au-delà de l'aspect culturel, le e a une vraie fonction linguistique. Il nous permet de garder la parole pendant qu'on réfléchit. Exactement. C'est comme si on disait attends, je n'ai pas fini de parler, je cherche juste mes mots. Et dans une culture où la conversation est si importante, garder la parole, c'est crucial. Tu touches à un point essentiel. Dans la culture française, la conversation est presque un art. On aime débattre, discuter, argumenter. Et le « e » est un outil stratégique dans cet art de la conversation. C'est fascinant comme angle. D'ailleurs, j'ai remarqué que je dis beaucoup « e ». Et toi, presque jamais. C'est un truc de personnalité, tu crois ? C'est une excellente observation. Oui, la fréquence du « varie énormément d'une personne à l'autre. Certaines personnes l'utilisent comme une béquille verbale, presque entre chaque phrase, tandis que d'autres le disent rarement. Ça peut effectivement refléter un trait de personnalité, une certaine assurance dans le discours, ou au contraire une tendance à réfléchir plus longuement avant de parler. Donc mon trahit mon côté réfléchi, c'est ça, pas mon côté hésitant ? Exactement, je préfère voir le « comme le signe d'une pensée en mouvement, d'un cerveau qui travaille, plutôt que comme une simple hésitation. C'est la preuve audible de notre processus de réflexion. Ça me fait me sentir beaucoup mieux. Passons maintenant à une autre interjection très française, le « bah ». Ah, le « bah ». Une des expressions les plus utilisées et pourtant si difficile à expliquer aux non-francophones. C'est un peu l'équivalent du « well » en anglais, mais avec tellement plus de nuances. Oui, et ce qui est dingue, c'est que selon l'intonation, « bah » peut vouloir dire des choses complètement différentes. « Bah oui » n'a pas du tout le même sens que « bah, je sais pas ». Parfaitement illustré. Dans le premier cas, le « bah oui » court et direct exprime une évidence. C'est presque comme si on disait « bien sûr, c'est évident », tandis que le « bah » allongé marque une réflexion, une incertitude. Et il y a aussi le « bah non », qui peut être tellement catégorique, c'est comme un refus sans appel. Absolument. Le « bah non » est particulièrement intéressant. Il a cette qualité de fermer la discussion de manière plus définitive qu'un simple non. C'est comme si le « bah » ajoutait une couche d'évidence au refus. Je n'avais jamais pensé à ça comme ça. C'est fascinant comme ces petits sons peuvent complètement changer le ton d'une conversation. D'ailleurs, j'ai l'impression que « bah » est peut-être une déformation de « bien » ou « ben », non ? Tu as tout à fait raison. Étymologiquement, « bah » viendrait effectivement d'une contraction de « bien » ou « eh bien ». Avec le temps et l'usage oral, ça s'est transformé en ce « bah » si caractéristique de notre façon de parler. C'est comme une érosion phonétique, en quelque sorte. Les mots s'usent à force d'être utilisés et deviennent plus compacts. J'adore cette image d'érosion phonétique. C'est exactement ça. La langue parlée tend toujours vers l'économie, vers la facilité de prononciation. On simplifie, on contracte, on transforme, et c'est comme ça que naissent ces petits sons qui deviennent emblématiques de notre façon de communiquer. On pourrait presque dire que ces petits sons sont l'ADN sonore du français parlé, non ? L'ADN sonore du français. Quelle formulation brillante. C'est exactement ça. Ces sons sont notre signature acoustique en tant que locuteur français. Merci. Continuons avec un son qui, je trouve, est super expressif. Le 1. Le 1. Encore une de ces petites syllabes magiques qui peuvent changer tout le sens d'une phrase. C'est principalement une demande de confirmation ou de répétition, mais là encore, l'intonation change tout. Oui, et ce qui est drôle, c'est qu'on peut mettre un à la fin de presque n'importe quelle phrase pour la transformer en question, hein ? Exactement, tu l'as parfaitement illustré à l'instant. C'est ce qu'on appelle en linguistique une particule interrogative finale, et en français, on en est très friand. C'est marrant parce que je n'avais jamais réalisé à quel point on utilise ce « un » jusqu'à ce qu'un ami américain me demande ce que ça voulait dire. Il entendait ça partout et ne comprenait pas.
C'est une expérience très commune. Le « un » est tellement intégré dans notre façon de parler qu'on ne le remarque même plus. Mais pour un apprenant du français, c'est un mystère total. D'autant plus que phonétiquement, c'est un son nasalisé assez unique. Et il peut aussi exprimer la surprise, non? Comme si quelqu'un te dit quelque chose d'inattendu et tu réponds juste « Hein ?» avec un ton montant. Tout à fait. Dans ce cas, c'est presque synonyme de « pardon » ou « quoi », mais avec une nuance de surprise ou d'incrédulité. Le « un » interrogatif et surpris est vraiment un classique des conversations françaises. Ce qui me fait penser à un autre son très français, le « tien », qui exprime aussi la surprise. Ah, excellent enchaînement. Le tien est effectivement fascinant. Étymologiquement, il vient du verbe tenir, mais son usage comme interjection n'a plus grand-chose à voir avec la signification originelle du verbe. Oui, c'est comme si la langue avait détourné ce mot pour en faire une pure expression émotionnelle. Tien peut exprimer la surprise, mais aussi parfois une forme de satisfaction quand on découvre quelque chose, non? Exactement. C'est une expression très polyvalente. Il y a le tien de surprise pure, tu croises un ami que tu ne t'attendais pas à voir, il y a le tien de découverte satisfaisante, tu trouves enfin ces clés que tu cherchais, et il y a même le tien impératif, quand tu tends quelque chose à quelqu'un. C'est vrai, et on peut même le doubler pour renforcer la surprise. Tiens, tiens, ça donne presque un côté suspicieux, comme si on avait découvert un indice intéressant. Excellent point. Le tien-tien a cette connotation presque policière, comme dans les romans d'Agatha Christie. C'est le son que fait un détective qui vient de remarquer un détail révélateur. Exactement. Maintenant, j'aimerais qu'on parle d'une expression sonore qui me fait toujours rire. Le « o » suivi d'un prénom pour exprimer l'exaspération. Tu vois ce que je veux dire? Oh, Marine, bien sûr que je vois ce que tu veux dire. Tu l'as fait parfaitement. C'est exactement ça. C'est une de mes expressions préférées. Ce simple « o » suivi du prénom est tellement chargé émotionnellement. C'est généralement un mélange d'exaspération affectueuse et de légère réprimande. Les parents l'utilisent beaucoup avec leurs enfants. Oui, je me souviens de ma mère qui disait « Oh Marine » quand je faisais une bêtise. Et l'intonation était très spécifique, avec le « o » sur une note plus haute et le prénom qui descendait. L'intonation est effectivement cruciale. C'est presque musical. Et ce qui est fascinant, c'est que ce modèle d'intonation est immédiatement reconnaissable par tous les francophones. On sait exactement quelle émotion est exprimée juste en entendant cette mélodie particulière. C'est comme un code musical partagé par tous les francophones. Ça me fait penser qu'on n'a pas encore parlé du fameux « aïe » quand on se fait mal. Ah, le aïe. Encore une de ces interjections universelles, mais qui a sa propre couleur en français. C'est intéressant de noter que chaque langue a sa propre façon d'exprimer la douleur soudaine. En anglais, c'est « ouch », en espagnol « aïe », et nous, on a notre « aïe ». Et on peut l'allonger aussi pour une douleur plus intense. Aïe, yi, 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 ou le répéter aïe, aïe, aïe quand c'est vraiment douloureux. Exactement. Aïe 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 est presque devenue une expression figée qui peut même s'utiliser métaphoriquement pour une situation problématique, pas seulement pour une douleur physique. Si quelqu'un te raconte qu'il a accidentellement envoyé un message critique à la personne concernée, tu peux répondre aïe aïe aïe. C'est tellement vrai. Il y a aussi le « oups » pour les petites erreurs ou maladresses, mais celui-là est assez international, je crois. Oui, le oups ou oups est effectivement assez universel dans les langues occidentales, mais chaque langue le prononce avec sa propre couleur. En français, il a une sonorité particulière, un peu plus arrondie, peut-être, que la version anglaise. Et il y a aussi des variantes comme oula ou ouille pour exprimer soit une légère douleur, soit une situation délicate. Absolument, la richesse de ces petites onomatopées est vraiment fascinante. Chacune a sa nuance, son usage spécifique. Ouïe est particulièrement intéressant car il est presque exclusivement utilisé pour la douleur physique, contrairement à aïe qui peut s'étendre à des situations métaphoriques. J'ai l'impression qu'on pourrait continuer pendant des heures. Il y a tellement de ces petits sons expressifs en français. On n'a même pas parlé du zut ou du flûte pour exprimer la contrariété légère. Tu as raison. Et ce qui est intéressant avec zut et flûte, c'est que ce sont des euphémismes polis pour remplacer des jurons plus vulgaires. C'est typique de la langue française d'avoir créé tout un spectre d'expressions de contrariété, des plus polies aux plus grossières. C'est vrai, on a une palette très complète pour exprimer notre mécontentement. Du très poli « saperlipopette » au bon, on va pas citer les plus grossiers sur ce podcast. Sage décision. Mais tu soulèves un point intéressant. Ces interjections et onomatopées sont souvent liées aux émotions fortes.
surprise, douleur, contrariété, joie intense. C'est comme si, face à une émotion puissante, les mots structurés ne suffisaient plus et on revenait à ces sons plus primitifs, plus directs. C'est une analyse fascinante. Ces sons seraient comme une forme de communication plus primitive, plus instinctive, qui ressort quand l'émotion est trop forte pour être contenue dans des phrases bien structurées? Exactement. C'est presque comme si ces sons formaient une couche plus ancienne de notre capacité à communiquer, une couche qui existe en dessous du langage articulé. D'ailleurs, les bébés utilisent des sons similaires avant même d'apprendre à parler. Et ce qui est fascinant, c'est que chaque culture a façonné ces sons primitifs à sa manière. C'est pour ça que le « oh là là » français est si unique. C'est un son émotionnel universel qui a été culturellement façonné par des siècles d'usage dans la société française. Parfaitement résumé. Ces petits sons sont à la fois universels dans leur fonction et profondément culturels dans leur forme spécifique. C'est ce qui les rend si fascinants à étudier et si importants à comprendre quand on apprend une langue étrangère. En parlant d'apprentissage, est-ce que tu as des conseils pour les personnes qui apprennent le français et qui veulent maîtriser ces petits sons? Excellente question. Mon premier conseil serait d'écouter attentivement les francophones natifs dans des situations informelles. Les films, les séries, les podcasts comme le nôtre sont parfaits pour ça. Il faut prêter attention non seulement à quels sons sont utilisés, mais quand et avec quelle intonation. C'est un super conseil. Et je pense qu'il ne faut pas avoir peur de les essayer aussi, même si on se sent un peu ridicule au début. Absolument, la pratique est essentielle. Et je dirais même qu'il faut exagérer un peu au début. C'est comme quand on apprend la prononciation du R français ou du TH anglais. Il faut parfois surjouer pour que le cerveau et les muscles s'habituent à ces nouveaux mouvements. C'est comme apprendre une nouvelle danse. Au début, on compte les pas et on se sent maladroit, puis ça devient naturel. J'adore cette comparaison avec la danse. C'est exactement ça. Ces petits sons ont leur propre chorégraphie, leur propre rythme dans la conversation. Et comme toute danse, ça s'apprend en imitant et en pratiquant. Et surtout, il faut comprendre leur sens émotionnel. Ce n'est pas juste une question de phonétique, mais de comprendre quelle émotion est exprimée. Tu touches à l'essentiel. Ces sons sont avant tout des véhicules d'émotion. Si on comprend l'émotion qu'ils portent, on comprendra intuitivement quand et comment les utiliser. C'est ce qui fait la différence entre une utilisation mécanique et une utilisation authentique. Exactement. On pourrait peut-être résumer nos principales découvertes sur ces sons typiquement français? Excellente idée pour conclure. Je dirais que nous avons exploré plusieurs dimensions de ces sons français si caractéristiques. D'abord, leur richesse expressive. Chaque petit son véhicule une émotion précise ou une nuance de communication. Oui, et aussi leur dimension culturelle. Ces sons se sont développés au fil de l'histoire de la langue française et reflètent notre façon de penser et de ressentir. Absolument. Nous avons également vu leur importance dans la fluidité de la conversation. Ils servent de ponctuation, de transition ou permettent de maintenir le fil de la discussion pendant qu'on réfléchit. Exactement. Et Et enfin, leur valeur pour l'apprentissage du français. Maîtriser ces petits sons, c'est faire un grand pas vers une expression plus naturelle et authentique dans notre langue. Parfaitement résumé. De oh là là à peu, en passant barre et un, ces sons sont vraiment la mélodie secrète du français parlé, son rythme intérieur. J'aime beaucoup cette idée de mélodie secrète. Et je crois que le message principal qu'on voudrait faire passer à nos auditeurs qui apprennent le français, c'est que ces sons ne sont pas des détails insignifiants ou des imperfections du langage, mais bien des éléments essentiels de communication. Exactement. Et les maîtriser est peut-être le secret pour passer du statut d'apprenant à celui de véritable locuteur du français. C'est la différence entre parler un français académique et habiter véritablement la langue. Magnifiquement dit. Alors pour nos auditeurs qui veulent progresser en français, rappelez-vous de ne pas trop stresser et d'essayer d'intégrer ces petits sons dans votre pratique quotidienne. Ça va le faire. Absolument. Et n'hésitez pas à les utiliser, même si ça vous semble étrange au début. C'est en osant dire oh là là ou peu au bon moment que vous vous sentirez vraiment parler français. Et c'est déjà la fin de notre épisode. J'espère que vous avez appris des choses intéressantes sur ces sons typiquement français. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et de vos questions pour les prochains épisodes. Oui, et si vous avez des anecdotes sur votre expérience avec ces expressions sonores françaises, partagez-les avec nous.
On adorait les entendre dans un prochain épisode. Merci beaucoup de nous avoir écoutés aujourd'hui sur French Listen. Je suis Marine. Et moi, Sébastien, à très bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir tout le monde. Oh là là, j'espère qu'on ne vous a pas trop saoulé avec nos et nos pfff. À bientôt.